L'Égypte. La grande aventure. Depuis sa saisissante découverte du tombeau de Toutankhamon jusqu'à son enterrement on ne peut plus intime à Londres, la trajectoire professionnelle de l'archéologue Howard Carter a constamment oscillé entre la grande aventure et la plus profonde déception, entre la gloire et l'abandon, entre une bénédiction et une malédiction. Le monde a été littéralement ébahi lorsque Howard Carter a découvert, en novembre 1922, la tombe presque intacte d'un jeune pharaon du Nouvel Empire, décédé aux alentours de 1323 avant Jésus-Christ. Les journalistes s'arrachaient les dernières nouvelles ayant trait à cette fabuleuse découverte. Les touristes se précipitent en masse à la vallée des Rois et sur les collines de Thèbes pour jeter un œil sur les étranges trésors qui avaient sommeillé paisiblement pendant plus de 3000 ans. En Europe et en Amérique, propagée par de nouveaux médias, la Toutmanie allait faire fureur. La Toutmanie était devenue, en 1922, l'engouement le plus fort que le monde eût connu en temps de paix. Aujourd'hui, sous l'influence d'une série d'expositions multimillionnaires du contenu de la tombe de Toutankhamon qui ont parcouru la surface du globe dans les années 60 et 70, des millions de personnes vont visiter la tombe et le musée égyptien du Caire qui abrite les découvertes originales, complètes et intactes de Howard Carter et de son équipe. Les joyaux, les ornements funéraires, l'or. La madera es escomoro y el trabajo aquí, como ya sabemos. Y pueden ver aquí el trabajo del vestido con la falda o el adorno dorado. You know, this is the small king, 18 years old, second one in the scene. So we're going to see everything. Mais avant tout, les visiteurs viennent admirer le visage de Toutankhamon. Par contre, presque personne ne reconnaîtrait aujourd'hui le village d'un homme qui faisait un des journaux dans les années 20 et qui mourut seul et plein d'amertume en 1939. Qui était donc Howard Carter, l'homme qui dénicha et déterra les inestimables trésors de Toutankhamon? L'histoire de sa vie et celle du trésor enfoui dans la vallée des rois illustrent certaines des plus bizarres contradictions de l'archéologie moderne, ainsi que certains de ses plus étranges mythes et légendes. C'est seulement avec la redécouverte des écrits, du journal et des photographies laissées par Carter, et grâce à notre propre travail de recherche, que nous commençons à dégager la vérité, à comprendre cette personnalité complexe, à apprécier la portée de ses découvertes et à nous émerveiller du véritable héritage de Toutankhamon. Lorsque Carter commence à y travailler, l'Égypte de 1890 est un vaste dépôt de trésors antiques, visité à volonté par les archéologues occidentaux, les voyageurs fascinés par le charme et par la fantaisie de l'Orient, ainsi que par les administrateurs et par les soldats partisans du protectorat inavoué exercé par les Anglais. Les égyptologues viennent de déchiffrer le langage écrit des habitants de l'ancienne Égypte, et l'archéologie va se développer autour d'une science occidentale qui découvre la splendeur orientale. Voilà l'atmosphère du monde vers lequel le jeune Howard Carter se sentira profondément attiré. Howard Carter, né à Londres, près de Brompton Road, à Kensington, le 9 mai 1874, passe son enfance ici, dans le village appelé Swaffham, à Norfolk, un lieu de marché.
Son père, Samuel Carter, gagne sa vie en peignant des animaux sauvages, domestiques ou de ferme, et en faisant des portraits d'animaux pour le London News. En fait, si l'on en croit la tradition familiale, Samuel aurait dessiné les originaux des lions sculptés ornant le socle de la colonne de Nelson à Trafalgar Square. La famille Carter a cependant tendance à romancer la réalité. Howard est le plus jeune de 11 enfants, dont 8 seulement allaient survivre. Comme il est un enfant plutôt faible et maladif, il est envoyé seul à la campagne où il est élevé par 2 tantes célibataires. Son éducation dans ces lieux est minime. Je n'ai pas eu droit à une scolarité normale, dit-il. Mes études commencèrent plus tard que prévu et s'arrêtèrent lorsque j'eus 15 ans. Il a grandi dans cette maison, enfant solitaire et aigri, traits de caractère qui l'accompagneront tout au long de sa vie. Il hérite néanmoins d'autres caractéristiques très marquées, un œil exercé, l'amour de l'histoire et des sciences naturelles et l'accent de Norfolk. Dinnington Hall, demeure de la célèbre famille Amherst, se trouve à une quinzaine de kilomètres de Swaffham. Le jeune Howard Carter y a passé du temps, dessinant dans le jardin et écoutant les histoires de l'ancienne Égypte et de son archéologie. Carl et Amherst, qui font de Howard leur protégé, font partie des premiers et des plus importants membres de la Fondation pour l'exploration de l'Égypte. De plus, Diddlington Hall renferme la plus grande collection privée d'art égyptien en Grande-Bretagne. Tout cela est un songe pour Howard Carter et le remplit très tôt d'un vif désir de voir ce pays fascinant et lui offre la première occasion de dessiner des objets égyptiens. Ce sont précisément ces dons artistiques qui devaient lui assurer, à 17 ans, un poste de dessinateur en Égypte. Ankylosés et crasseux après un long voyage, nous avons traversé la rivière jusqu'à la rive est, dans un vieux bac du pays. Nous avons ensuite grimpé jusqu'au terre-plein rocailleux d'un escarpement où se trouvent les tombeaux de l'Antiquité. Pour son premier poste, la Fondation pour l'exploration de l'Égypte l'affecte aux tombes de roches de Beni Hassan, datant du Moyen Empire, situées à environ 250 km au sud du Caire, dans la vallée du Nil. Les tombes renferment de magnifiques peintures, mémoriaux et inscriptions recouvrant les murs sur une surface de 1100 mètres carrés environ. Carter est le plus jeune membre d'un groupe d'inspection et d'arpentage dont la fonction consiste à tracer et relever avec précision les fresques murales. Carter est aussi chargé de faire des aquarelles des principaux détails. Il est profondément impressionné par la qualité de cet art, surtout par son tracé et ses couleurs, mais il sent que les relevés manquent de vie et d'imagination. Il préfère plutôt peindre des aquarelles comme celle-ci. Le charme et la magie des lieux lui vont droit au cœur. À la tombée du jour, le silence qui règne sur les falaises rocheuses fait surgir de ténébreuses visions d'isolement, mornes et lugubres, accompagnées par les sceptres qui hantent souvent les esprits au bord d'une aventure. J'observe presque toutes les nuits le ciel brillant et étoilé, tout en invoquant d'étranges et imaginaires esprits du passé, jusqu'à ce que pointent les premières lueurs de l'aube. Ce n'est qu'alors que je sombre, épuisé dans un profond sommeil.
Après plusieurs mois de travail sur ce site comme releveur, Howard Carter pousse vers le sud à travers le désert pour rejoindre les nouvelles fouilles de la lointaine El Hamarna, l'ancienne cité en ruine du pharaon Akhenaton. La bosse d'un chameau a des tailles différentes qui varient d'après les conditions physiques de l'animal. Le mien devait se porter très bien. Il avait des protubérances partout. J'essayais de monter à Califourchon, quelquefois à l'Amazone, mais je ne pouvais m'habituer à sa démarche chaloupée. À l'époque, Flinders Petrie, l'excentrique savant, père de l'archéologie moderne, venait de commencer à faire des fouilles à El Hamarna, une ville pillée et abandonnée après la mort de son pharaon. Avec Petrie, notre jeune artiste de 17 ans subit un vigoureux, rapide et efficace apprentissage de la longue et pénible besogne de l'archéologue de terrain. Carter va avoir l'occasion de pratiquer ses premières fouilles, tout seul, sur une petite excavation. Il a appris son métier sous le fouet du meilleur, du plus strict et du plus rigoureux des maîtres. En octobre 1893, Carter se déplace à nouveau, en tant qu'artiste et dessinateur, le long du Nil jusqu'à Thèbes, la capitale de l'ancienne Égypte, et la ville des vivants, située près de la ville des morts, de l'autre côté de la rivière. Mon délassement face aux corvées quotidiennes consiste à observer et à peindre les animaux qui m'entourent. Mes amis sauvages sont nombreux et divers. La plupart sont des oiseaux, jouisseurs à l'existence précaire, toujours entourés d'une solitude désolée. Par la suite, Carter est affecté par la Fondation pour l'exploration de l'Égypte à Deir el-Bahari, le splendide temple mortuaire de la femme pharaon Hatshepsut, la reine la plus puissante de l'ancienne Égypte. Il y est chargé de relever les bas-reliefs des murs et des piliers du temple qui émergent petit à petit des fouilles. Le travail à accomplir pendant les 6 années qui suivent est dur, mais il me permet d'apprendre l'art des Égyptiens mieux que nulle autre part. Carter apprend aussi à utiliser sa formation artistique, ce qu'il appelle la profession que mon père m'enseigna, pour reproduire par des aquarelles, peintures, sculptures, inscriptions et reliefs muraux. Au lieu d'utiliser la méthode traditionnelle de reproduction à l'aide d'un papier calqué posé sur le mur et tracer les contours, qui seront ensuite envoyés à un dessinateur chargé de remplir les silhouettes, Carter s'y prend avec beaucoup plus d'adresse, d'imagination et d'intelligence, à l'aide d'une main libre, de quelques bons crayons et pinceaux, d'un papier adéquat et d'ardeur à la tâche. En fait, il n'aime pas appeler ce processus copier, il préfère le mot dessiner qui évoque moins le rôle de subalterne ou de commis. Sa technique, sans aucun doute, produit de bien meilleures reproductions que la méthode traditionnelle de décalcage. Ses dessins attirent l'attention pour la première fois vers son talent et son savoir-faire. En 1899, à l'âge de 25 ans, à la grande surprise de ses associés, le service des antiquités égyptiennes, organisme français, offre à Carter le poste d'inspecteur-chef des antiquités de toute l'Égypte du Sud. Cette nomination exige de sa part cumuler les fonctions de policier, diplomate et archéologue. Son champ d'activité inclut désormais la vallée des rois à Thèbes. La vallée des rois. De toutes les merveilles de l'Égypte, il n'en est aucune qui frappe d'une façon si instantanée l'imagination. Ici, au début de cette vallée solitaire, loin de toute rumeur des vivants, avec l'Acorn, le sommet le plus haut des monts de Thèbes, pyramide naturelle semblant monter la garde, reposent de nombreux rois d'Égypte. Néanmoins, en tant qu'inspecteur-chef, Carter ne dispose pas des fonds lui permettant de faire des fouilles.
Il a donc besoin d'un riche mécène. Theodore Davis, un avocat américain à la retraite, millionnaire et passionné d'archéologie, s'avère être la personne idéale. Les deux hommes commencent à travailler ensemble. Donald Ryan, un archéologue américain, a méticuleusement retracé le chemin suivi par Howard Carter à cette époque, tout au long de la vallée des Rois, ce qui lui a permis de redécouvrir des tombes perdues depuis. How's it going down there? A couple more minutes. We'll have enough of it cleared so we can go in. L'une des tombes récemment redécouvertes et étudiée par Don Ryan est la tombe anonyme numéro 60 dans une vallée tributaire de la vallée des Rois à l'est. C'est Howard Carter qui a déterré cette tombe en 1903. Mais il a été déçu, car, d'après lui, ces trésors avaient encore une fois été pillés et détruits dans l'Antiquité. Okay, watch your step, Christopher. These steps weren't made very well. In fact, this entire tomb is crudely carved. I don't think there's a straight line in the entire tomb. It's my feeling that the tomb was commissioned at the death of somebody important and was hacked out in a short period of time. Now the ceiling here is very low, so you're gonna have to watch your head. Alors qu'elle contient les momies dépouillées de deux femmes âgées, Carter referme cette tombe et ne prend même pas la peine de faire un relevé de son emplacement exact. And Howard Carter dashed into this tomb, looked around, saw there were no inscriptions on the wall. Apparently was not impressed. Some of these boxes are the various materials that we collected from the different parts of the tomb when we cleared this thing back in 1989. And Carter missed all of this for not. Well, he wasn't interested in this type of tomb. He was into something bigger and better in his mind. And this big wooden box contains the mummy we found lying in approximately this very place on the floor. There was a second mummy in here, and on its coffin it said Royal Nurse of Queen Hatshepsut. As far as this mummy which remains inside this box, we don't know exactly who it might be. So when you have an undecorated tomb, it can be quite an archaeological puzzle. This tomb's a little different. You're gonna like it a lot. Une autre tombe de la vallée, la tombe numéro 20, toute proche, avait été déblayée par Howard Carter lors des fouilles de 1903. Il y avait déterré deux sarcophages. Il s'agit d'une des tombes égyptiennes les plus profondes, les plus raides et les plus traîtres. L'air qu'on y respire est nauséabond à cause de la poussière du tombeau et défiante des chauves-souris. C'est une des fouilles les plus ingrates que j'ai supervisées. Les rochers pouvaient nous tomber dessus à n'importe quel moment, et en plus, l'air était irrespirable. Les bougies ne nous éclairaient pas assez, et j'ai été obligé d'introduire une pompe à air dans la tombe. Même ainsi, les travailleurs pouvaient seulement y rester 3 heures d'affilée. I think you know what it is. Bat guano. I suggest you get against the wall or something, because he thinks that Nick will be a lot more comfortable. Just stay against the wall, Christopher. All right? They are revolting creatures. You just better sit still until they go by. God, I think one of them touched my face. You think they're rabid, Tom? There's no way of telling with it. I don't want to find out either. Come on. I think we ought to get out. After you, Maestro. What's up? Travaille en tant qu'inspecteur-chef, Howard Carter perfectionne sa technique de fouille.
se familiarise en profondeur avec la nécropole de Thèbes et développe son habileté à lire les signes. Avec la tombe de Thoutmôsis IV, qu'il commence à fouiller en janvier 1903, Carter trouve exactement le genre de tombeau qu'il recherchait. C'est d'ailleurs Théodore Davis qui paie les travaux. Lui aussi aurait laissé son chapeau à l'entrée pour montrer qu'il était à l'intérieur en train de travailler. Hey, this is more like it. This is just the kind of tomb Howard Carter was hoping to find. It's a beautifully painted royal tomb of the 18th dynasty. All the little tombs he found prior to this really pale in comparison. Carter said about this that at last he'd drawn a prize in the lottery of excavation. His moment of triumph. We can see right here, there's some ancient evidence of tomb robbery. This is an ancient tomb robber's rope that was tied around the pillar here. You can see it's knotted so that the tomb robbers could climb up and down. Incredible. Que fait un fouilleur dans un moment de triomphe lorsqu'il sent qu'il a gagné le gros lot? Tout semble indiquer que j'ai trouvé la tombe du pharaon Thoutmôsis IV. Ce qui, comme vous pouvez imaginer, me remplit d'une énorme satisfaction. This is a bit of ancient graffiti written in cursive form of hieroglyphs. And it says, year 8, 3rd month of summer, day 1, in the reign of King Horemheb. That'd be about 1311 BC. King Horemheb commanded Maya, which was one of his officials, restore the burial of King Thutmose IV. Restore the burial. What does that mean? It means that within 80 years of the burial of King Thutmose IV, his tomb had been robbed. It looks like someone's tried to cut out that goddess's head. Do you think that might have happened in antiquity as well? Probably not. The robbers in antiquity were more interested in precious metals and jewels and gold and such, whereas more modern robbers would be more interested in artistic things that they could sell on the art market. Dans ce tombeau, les pilleurs de tombes, ces vandales sans scrupules assoiffés d'or, ont tout brisé en 1000 morceaux et tout mis sans dessus-dessous, sans rien épargner. And this is the great quartzite sarcophagus of Thutmose IV, although his mummy would never be found in this tomb. Carter, I think, said that there are all sorts of bits of linen and ceramic lying around this sarcophagus here, so that the scene resembled an orgy rather than a hallowed place. And I believe he thought that the robbers of antiquity had done it. En 1904, le travail effectué par Carter, en tant qu'inspecteur des antiquités et en tant qu'archéologue, lui valent un grand respect, sans aller toujours jusqu'à de l'affection de la part des communautés de la région, surtout parmi les villageois de Gurna, sur la route de la vallée des Rois. Il apprend leur langue, revêt leurs habits traditionnels et préfère souvent leur compagnie plutôt que celle de ses collègues européens. Pour faire passer les nuits les plus sombres, je me permets de participer au divertissement du crew. Je dois admettre toutefois que cette pratique risque de provoquer des critiques exacerbées de la part de mes collègues du gouvernement qui la considèrent dégradante. À la fin de 1904, Carter, qui était inspecteur, fut transféré de la Haute-Égypte à la Basse-Égypte, ce qui incluait l'ère d'influence des grandes nécropoles autour de la pyramide à degrés de Saqqara. Après 5 ans, il était temps d'introduire des changements, mais malheureusement, ce serait un désastre. 8 jours après le 1er de l'an de 1905, une quinzaine de Français qui avaient copieusement déjeuné dans une palmeraie près de Memphis et qui avaient arrosé le tout de quelques bonnes bouteilles de vin arrivèrent ici, aux nécropoles de Saqqara,
à Dodane, et demandèrent d'une manière à peine cohérente à visiter les monuments. Le responsable des tickets leur demanda évidemment de débourser de l'argent pour payer les billets, mais plusieurs d'entre eux refusèrent et restèrent là à déambuler. Ils continuèrent à boire et descendirent vers le Sérapéum. Le Sérapéum est un complexe souterrain où les taureaux sacrés d'Apis étaient enterrés. Là, les visiteurs français, dont la plupart n'avaient pas de ticket d'entrée, se rendirent compte que, sans bougie, ils n'y voyaient absolument rien. Ils demandèrent alors au gardien de les rembourser, mais ce dernier dit non de la tête et demanda à l'inspecteur Carter de prendre en main l'affaire et de faire face aux Français. Carter demanda à chacun son nom et son adresse et les somma de dégager les lieux immédiatement. Les Français refusèrent et, dans les démêlés, l'un des deux gardiens fut frappé au visage et Carter lui-même fut menacé d'un coup de poing au nez. Des témoins entendirent plusieurs fois la phrase « c'est sale français » sortir des lèvres de Carter, qui demanda également à ses hommes de se défendre de leur mieux. Les deux gardiens furent grièvement blessés par une décoration murale qui s'écroula et un comptable d'une compagnie de gaz fut jeté à terre d'un coup de matraque. Un compromis de la part de Carter aurait permis d'arranger les choses. On lui reprocha de monter des autochtones contre des Européens, ce qui n'était vraiment pas à faire. Mais ce n'était pas du tout son point de vue. Dans le courant des jours qui suivirent, Carter demanda d'entamer des poursuites légales contre les Français qui avaient provoqué la bagarre. Du côté français, M. Gaston Maspero, le directeur des Antiquités, avait déposé une plainte officielle. Ceci fâcha encore plus Carter et le poussa à être plus têtu et à demander aussi qu'on lui présente des excuses publiques. Lui-même, les autochtones qui étaient à ses ordres, les archéologues professionnels et l'Empire britannique, probablement dans cet ordre, avaient été outragés et il voulait une réparation. La fragile entente cordiale entre la communauté française et anglaise devint immédiatement moins cordiale. Maspero considéra qu'exprimer ses regrets auprès du consul général de France conviendrait. M. Théodore Davis demanda d'oublier l'affaire pour le bien de la paix et de l'harmonie. Il ajouta que c'était ce que ferait un gentleman. Mais Carter ne voulut pas en entendre parler. C'est ainsi qu'à l'âge de 31 ans, il gâcha une carrière irréprochable et exemplaire, et il présenta sa démission. Il repartit vers Luxor et y vécut dans un isolement voulu parmi les autochtones au pied de la ville des morts. Pendant les 3 années suivantes, il accompagna des visiteurs bien nantis dans les sites de la Haute-Égypte et vendit des reproductions qu'il réalisait à l'aquarelle. Il avait besoin d'argent. Ce genre de vie était épuisant. Pire que le jugement dernier, il y a la vie monotone que l'on est obligé de vivre, la ressemblance lassante des jours, les mois qui passaient sans compagnie, une solitude qui devenait parfois insoutenable. Sans une occupation mentale, tout pouvait pousser au suicide. Pendant l'été de 1907, Carter rentra en Angleterre où il apprit que Lord et Lady Amherst, les personnes qu'il avait jadis encouragées à partir en Égypte, avaient dû faire face à des moments difficiles. Leur villa d'Islington Hall était à vendre et la grande collection égyptienne qu'il possédait allait être dispersée. Howard Carter avait l'impression que tout son monde autour de lui était en train de sombrer. Toute la maison est emballée dans des paquets de couleur marron. Lady Amherst est entourée de ficelles pour tout attacher. Mais son amour pour l'Égypte et le fait qu'il ne savait où aller le poussèrent à repartir pour l'Égypte, où il ajouta à sa carrière tronquée un travail à temps partiel comme antiquaire, un poste pour lequel il réunissait beaucoup de qualités.
Il savait exactement ce qu'il faisait et fut rapidement connu de ceux qui venaient régulièrement acheter et vendre leurs découvertes et leurs acquisitions dans le bazar et les rues tout autour. Ce garde-chasse était devenu braconnier. And are these popular, these kind of things? And your ceiling, now that really is old, eh? Our not for sale. I get you, I get you. Si Carter voulait sortir de ce monde non désiré des antiquités et retourner à celui des fouilles, il avait besoin de notre mécène pour le soutenir. George Herbert, le 5e comte de Carnarvon, était un autre gentleman mécène. Au début du siècle, il avait souffert un accident de moto spectaculaire et son médecin l'avait envoyé loin de sa maison familiale qui se trouvait au château Highclere, dans le Hydeshire, vivre un certain temps sous un climat qui devait mieux lui convenir. Là, il pouvait également se décider à un autre passe-temps, les fouilles et la collection d'antiquités égyptiennes. Il affirma qu'il préférait découvrir une tombe inconnue plutôt que de gagner au derby, et il était dans une position enviable pour réaliser ses deux désirs. Carnarvon reçut tout d'abord une autorisation pour faire des fouilles ici, dans la nécropole, où même un amateur ne pourrait pas faire beaucoup de dégâts. Cet endroit avait déjà été fouillé à plusieurs reprises, et la seule chose qu'il trouva après ses recherches fut un chat momifié. Il ne renonça cependant pas et essaya de s'assurer pour la fois suivante une meilleure concession. Pour ce, il avait besoin d'un conseiller, d'un assistant professionnel, de quelqu'un qui avait plus de crédibilité que lui. Gaston Maspero lui suggéra son ancien collègue Howard Carter. Ce fut le début d'une amitié peu imaginable entre ce grand Manitou qui avait remarqué les talents de Howard Carter et Carter, un artisan qui revenait à son métier en se moulant sur son patron. Aucun des deux ne pouvait arriver à imaginer où ce partenariat les conduirait finalement. Comme signe d'une sécurité récemment retrouvée, Carter décida de dessiner et de construire son propre château, une résidence permanente à l'entrée de la vallée des Rois. Il l'appela le château Carter. Il demanda l'autorisation de travailler dans la vallée des Rois même. Ce qu'on lui octroya fut la permission d'effectuer des fouilles tout autour. Des zones éloignées, difficilement accessibles, telles les montagnes, situées à 540 mètres au-dessus de la vallée, ce qui impliquait des marches de plusieurs heures à dos de mulet et à pied pour traverser un désert torride, caché parfois des tombes secrètes. La découverte la plus dramatique eut lieu à peu près un an plus tard, lorsque Carter découvrit qu'une tombe taillée dans la pierre avait été mise à jour par une crue subite et que 2 voleurs y travaillaient déjà. Le docteur Donald Ryan m'a entraîné dans un trajet harassant à dos de mulet dans le désert, sous une température de 55 degrés centigrades, pour retrouver les traces des pas de Carter sur le lieu du crime. Little ways further, but from here it's all on foot. How long will it take? 20 minutes, half hour, something like that. That's your pace. It's your pace. I think about 3 hours. There it is. You're kidding me. So where's the tomb? It's a little opening up in the cliff. God. That one there, halfway down. Right. That's it. How on earth No, do you get to take a it? How'd you get down there? God. I think it looks lethal. Piece of cake. Oh, yeah. That's pretty inaccessible. They certainly hid it. So you have to come down from the top? Right. You've obviously done this before. Once or twice. I haven't, Donald. It's not a problem. I see. Il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas de sentier sur cette montagne, juste un champ de pierre pointu de tous les côtés qui avait à peine été dérangé depuis l'époque de Carter.
We're right on top of the cliff right now. It's all getting a bit macho for me. Great. Let's do it. Lorsque nous arrivâmes au-dessus de la tombe, nous nous rendîmes compte que les voleurs s'étaient faufilés le long d'une fissure dans la falaise vers un petit palier. Pour quelqu'un qui avait le vertige, la vue était terrifiante. Oh, it's slippy. This is the easy part. Thank you. Ow. Sorry about that rock fall. There's plenty more where that came from. Point of no return coming. Where do I put my leg? Right here. Right. Well done. Well done. My goodness. It's just a sheer drop. Well, this is where we set up the ropes. Right. Here comes the wind. Don, I don't think that I'm going to go any further. I've made it to the plateau. I think Carter calls it not for people with vertigo, and I'll drink to that. I think I'll leave it to the professional from here on. I if you don't mind. wholeheartedly concur. Well, I'm glad to hear it. Okay. I'm deeply impressed with the range of skills that archaeologists show. I had no idea. Carter probably used a knotted rope of some sort. It would be pretty scary. And he didn't have all this modern mountaineering equipment. Solid. That's reassuring. All right, I'm going to give this a toss. Rope! La corde descendait tout le long de la falaise. En écoutant, on pouvait entendre les voleurs travailler. Je commençai par couper leurs cordes pour qu'ils ne puissent pas s'échapper, et je commençai à descendre cette falaise abrupte. I'll see you down the bottom. You can tell me all about what's in the tomb. I will. Set. And ready. Chocks away. You okay? Oh, yeah. No problem. It's a bit bumpy. Le moins que l'on puisse dire, c'est que, comme passe-temps, descendre le long d'une corde vers un groupe de voleurs ne manquait pas d'excitation. Ils étaient 8. Je leur offris la possibilité de déguerpir, grâce à ma corde, ou de rester là où ils étaient. Ils se rendirent à l'évidence. Carter n'avait pas la moindre idée de ce qu'il trouverait au bout de ce couloir caché, situé à 400 mètres en dessous du sommet de la falaise. Sa première impression fut que cet espace n'avait l'air ni terminé, ni occupé. L'endroit semblait avoir été prévu pour la jeune Hatshepsut. Il y avait là un sarcophage qui lui était destiné, mais lorsqu'elle monta sur le trône, elle voulut un mémorial plus grand et un temple mortuaire. C'était précisément dans ce même temple que Carter avait travaillé pendant 6 ans. Oh, this is very strange. This little room here is it's full of water. Not going in there. This is water that probably entered this tomb sometime during the winter. The rains that occurred filled this tomb. Donc, après tous ces efforts de préparation et d'imagination pour parvenir jusque-là, cette falaise n'avait jamais non plus été utilisée. Dans un endroit aussi secret, au haut d'une falaise, il y avait quelque chance d'éviter les saccages, tandis que dans la vallée, ce n'était absolument pas possible. Puisqu'elle était reine, elle devait partager le destin d'un roi. How was it done? Been damaged excessively by flooding. See, when Howard Carter was working on this tomb over a period of 20 days, he came up and down this little bit here in a net.
Let down by someone from above or from below? Oh, probably with a pulley of some sort. Yeah. Sounds a more civilized way to travel to me. There you go. Thank you, old chap. Well done. Vers le printemps de 1914, Theodore Davis annonça publiquement que toute la vallée des Rois avait complètement été fouillée et se retira. Mais Carter disait qu'il restait encore au moins une tombe à découvrir. Et il avait ses raisons. Chaque jour, des centaines de touristes passaient par cet endroit, qui n'était pas marqué, sans rien voir. Il jouerait cependant un rôle clé dans les recherches qui permettraient à Carter de faire sa grande découverte. Les fouilles supposèrent toute une série de découvertes réalisées entre 1905 et 1909 avec le soutien de Theodore Davis, en particulier différents objets marqués de l'inscription Toutankhamon. La découverte fut faite dans cette petite tombe qui ressemble plutôt à une simple boîte creusée dans le rocher. Il y avait 12 petits vases où l'on voyait les restes d'une fête funéraire. Davis était convaincu qu'il se trouvait sur le chemin menant à la tombe de Toutankhamon qui avait été pillée. Lors d'une réunion, il montra comment un papyrus enterré pendant plus de 3000 ans était devenu fragile et se brisait tout à fait dès que l'on en arrachait un morceau. Cependant, Carter n'en était pas vraiment convaincu. Il pensait que les objets de plus de 3000 ans qui avaient été extraits de cette tombe venaient en réalité d'une autre tombe royale qui ne devait pas se trouver très loin. La valeur réelle de cette découverte ne put être appréciée que quelques années plus tard. Carter avait alors conçu un système de fouilles systématique de la vallée située en dessous. Mais ses plans souffrirent un contretemps. À l'âge de 40 ans, on n'attendait pas de Carter qu'il joue un rôle actif dans la Première Guerre mondiale. Mais au début de 1915, il fut recruté par le monde trouble du département d'intelligentsia de la guerre qui était situé au Caire. Ses connaissances d'arabe étaient utiles pour les communications officielles et il devint une sorte de messager du roi. C'est ainsi qu'il dut attendre la fin de la guerre pour pouvoir se remettre pour de bon à l'archéologie. À la fin de 1917, en décembre, Carter fouillait à nouveau pour Lord Carnarvon dans la vallée. Il avait à présent planifié ce qu'il appelait lui-même une approche exhaustive et systématique pour découvrir une tombe cachée. Sa technique consistait à fouiller des parcelles de 2 acres et demi, délimitées par un triangle formé par la tombe de Ramsès VI, la tombe de Mineptah, la tombe de Ramsès II. Elles étaient situées ainsi, en triangle. La tombe de Ramsès VI, la tombe de Mineptah, la tombe de Ramsès II. Il adopta un plan de fouille copié de l'artillerie de la Première Guerre mondiale et dessina une grille sur le triangle. Il y creusa ensuite systématiquement partout, jusqu'à la pierre mère. Carter commenta que sa vraie campagne dans la vallée commença en 1917. Carnarvon avait engagé jusqu'à 100 hommes pour retirer les milliers de tonnes de sable et de déblai des fouilles précédentes. 5 saisons passèrent sans résultat et Carnarvon voulait abandonner progressivement cette entreprise qui semblait ne le mener nulle part. Mais Carter le persuada de continuer encore une saison. Il proposa même de la financer lui-même. Carnarvon accepta finalement. La saison commença le 1er novembre 1922 avec le nettoyage des restes de maisons construites pour les travailleurs de la tombe de Ramsès VI. C'était sa dernière chance. 3 jours plus tard, un grand bloc de pierre fut découvert, probablement par le plus jeune de l'équipe. Il s'agissait d'une marche creusée dans la roche-mère. À la fin de l'après-midi, 12 marches avaient été mises à jour. Elles menaient à la partie haute d'une porte qui avait été scellée et plâtrée. Il y avait des inscriptions peu lisibles sur cette porte. Avec énormément de self-control, Carter ordonna de remblayer les escaliers et envoya un télégramme codé à Lord Carnarvon. Nous avons finalement fait une merveilleuse découverte dans la vallée. Une magnifique tombe qui a l'air d'être intacte. Je l'ai recouverte et j'attends ton arrivée.
Félicitations. 2 semaines et demie plus tard, Lord Carnarvon arriva en Égypte avec sa fille, Lady Evelyn Herbert. L'après-midi du 24 novembre, l'escalier avait été nettoyé. En fouillant un peu plus, des inscriptions apparurent bien plus clairement, et Carter reconnut même un nom sur l'une d'entre elles, le nom de Toutankhamon. Mais leur excitation se convertit en anxiété lorsqu'ils virent que la porte avait été ouverte de force au moins une fois auparavant, puis replâtrée et scellée à nouveau dans l'Antiquité. La porte fut soigneusement enlevée et laissant entrevoir un couloir en pierre de 9 mètres, en pente, rempli de pierrailles, dans lequel un tunnel avait déjà été fouillé et à nouveau rempli dans le coin en haut à gauche. À 4 heures de l'après-midi du dimanche 26 novembre, le couloir avait été nettoyé. Il y avait une deuxième porte scellée. Carter avait les mains qui tremblaient, il avait la gorge sèche. Il ouvrit un petit trou dans la porte, il alluma une petite bougie et commença à scruter l'obscurité. Au début, je ne voyais rien. L'air chaud qui sortait de la pièce faisait danser la lueur de la flamme et m'éblouissait. Mais lorsque mes yeux s'habituèrent à la faible lumière, je commençai à percevoir des détails qui émergeaient du brouillard de la chambre. Des animaux étranges, des statues, de l'or, partout, tout était en or.